Bon, bah voilà, on attaque. Bonsoir. Merci d'être là pour accueillir Marion Poitvin. On est vraiment super contents d'accueillir une jeune femme pour une fois. Parce qu'à cette table, j'ai souvent des hommes et j'en ai un peu ras-le-bol, j'avoue. Donc là, je suis vraiment contente. Mais en plus, une féministe, une grande alpiniste. Enfin bon, pour briser le plafond de glace qui vient de sortir donc aux éditions Guérin-Paulsen. Et peut-être pour commencer, en fait je fais toujours le principe, c'est que je fais des petites lectures et puis tu réagis aux lectures. Donc moi je vais commencer par le début. Puis après à la fin vous poserez des questions, mais à la fin. Parce qu'on va découvrir un peu ce livre qui est vraiment un beau livre et un brûlot féministe un peu quand même. Je ne suis pas féministe. Longtemps, je n'ai pas eu conscience de faire partie de la moitié de la population dont les droits sont moindres que ceux de l'autre moitié, les femmes. Une moitié qui représente 51% de la population française et que des sociologues qualifient toujours de minorité. Ma passion d'être en montagne comblait ma vie. J'avais envie de gravir tous les sommets de la terre. Là-haut, je me sentais libre et forte. En bas, je trouvais difficilement ma place en tant que femme. Au fil de mes ascensions et de mes expériences, j'ai appris à analyser la place de la femme dans notre société patriarcale et les limites imposées à notre sexe. Je me suis frottée malgré moi à des questions nouvelles, les quotas, les discriminations, les barrières mentales, les violences sexuelles. J'aurais préféré passer mon temps et mon énergie à lire des topos d'escalade et gravir les parois les plus raides de la planète sans avoir à me poser des questions sur l'histoire du féminisme ou du patriarcat. J'ai été forcée de m'y confronter. J'ai pu briser certaines limites grâce aux femmes passées avant moi, mais il en reste toujours de nombreuses. Le plafond de verre existe toujours. On ne naît pas femme, on le devient. Je ne saurais pas dire à quel moment précis de ma vie la magnifique formule de Simone de Beauvoir a commencé à infuser en moi. Aujourd'hui, elle m'habite totalement. Elle m'a changé la pensée. D'autres femmes m'ont aidé à définir ma ligne de vie, comme la ligne de mes ascensions. Je ne suis pas née féministe, je le suis devenue. Et ça, c'est ce que tu expliques tout le long de ce livre, en fait, où tu racontes ton parcours. Ouais, bah ça met dans le thème. Hein. Tu veux que je commente les passages, du coup, c'est ça? Bah, pas forcément, mais ça, c'était juste pour dire qu'en fait, c'était vraiment... t'avais pas envie de forcément d'écrire comme tous les alpinistes, ton histoire, tes ascensions et tout, mais c'était vraiment un cri de rage quelque part. Oui, et c'est vrai que finalement l'alpinisme c'est le décor pour expliquer un petit peu ces problématiques, quoi. Ouais, c'était ta première motivation en fait. Ouais, c'est vrai. Bon, on va essayer de te découvrir, mais déjà tu as une plume, enfin une belle plume, c'est sympa de... On va pas se mentir, moi j'ai mis le fond et Charlie Buffet a mis la forme. Hein. Quand même. Oui, mais... Il a collé au style, hein, c'est-à-dire cash, voilà, efficace. Il se refait pas. Hein. Il a gardé ta personnalité, voilà. Ça c'est sûr. Donc tu n'es pas chamonniarde, hein, il faut quand même bien le dire, parce qu'à Chamonix, c'est souvent... Hein, non, bah... Donc tu viens de La Roche-sur-Foron, c'est ça? Hein? J'ai grandi à Nancy, je suis née à Nancy, j'ai grandi à Paris, Lyon, à 6 ans j'arrive à La Roche-sur-Foron, c'est à 40 minutes d'ici, et Chamonix c'était un peu waouh quoi. Pas très loin de la maison, mais un autre monde quand même. Ouais, et tes parents, qu'est-ce qu'ils font? C'était un rêve de pouvoir habiter à Chamonix et vivre à Chamonix quoi. Ah bah, c'était un peu mon objectif depuis que j'ai découvert les montagnes, et vraiment la possibilité de pouvoir monter dessus vers 14-15 ans. Ouais. Depuis là, habiter à Chamonix c'était un peu un rêve. Ouais. Et toi, tu grandis dans un milieu plutôt modeste, hyper sportif. Très sportif. Modeste, oui. Mes deux parents étaient profs. Alors les profs, ils ont vu leur niveau de vie s'effondrer en 20 ans là. Et donc on avait la chance quand même d'avoir une maison à La Roche-sur-Foron, de pouvoir partir en vacances au ski, d'aller au ski en tout cas les mercredis et les week-ends. Mais c'est sûr que le prix à payer, c'était que le reste de l'année, on n'avait pas des vêtements de marque. On a toujours fait beaucoup de sports, des sports d'outdoor, des sports dits des classes sociales favorisées. Mais voilà, on faisait attention le reste de l'année, on allait aux courses Lidl et puis on faisait qu'un tour de manège quoi. Ouais. Enfin, c'était un choix. Et tu es l'aînée? Et je suis la plus grande, mon frère cadet Pierre, il a 1 an de moins que moi. Lui, là, il faisait aussi toutes ses aventures de montagne, mais il n'a pas du tout accroché, il habite à Paris, il est ingénieur. Et ma soeur, elle a 12 ans de moins que moi, donc du coup, on n'a pas vraiment grandi ensemble. Quoi. Ah, t'as une sœur aussi? J'ai une petite sœur. Une petite sœur, d'accord.
Et donc, tu te mets à l'escalade. J'adore mes rendez-vous des mercredis et vendredis après-midi. Nous grimpons en falaise ou sur le pont que le professeur de sport a aménagé dans sa grange. Christian Levet a créé cette classe sport au collège afin de pouvoir entraîner sa fille Sandrine, qui deviendra championne du monde d'escalade. En hiver, nous faisons du ski. Toutes les sorties se déroulent sous le signe de la performance et cela me plaît. J'aime l'effort intense dans les bras et les épaules. J'aime que nous soyons mélangés filles et garçons et toujours dehors. Au collège, les autres cours de sport se passent souvent en gymnase et ne sont pas mixtes. On joue au volleyball entre filles, ce n'est pas mon sport favori, mais c'est obligatoire. Et quitte à passer 2 heures dans un gymnase, j'essaye d'en profiter au maximum. Beaucoup de filles regardent la balle passer ou l'évitent en poussant des petits cris. Je trouve ça ridicule. En attendant que le ballon passe enfin de mon côté du filet, je regarde les garçons jouer sur le terrain voisin. Je vois bien que certains ne sont pas faits pour le sport. Pourquoi ne puis-je pas échanger ma place avec l'un d'eux ? Les week-ends, c'est compétition d'escalade. J'aime l'idée de me dépasser physiquement. Pas celle de vouloir les écraser pour être la meilleure. Mes premières compétitions sont une catastrophe. Seule au pied de ma voie, je ne maîtrise pas mon stress. Je serre les prises plus que nécessaire dans mes doigts et je me fatigue vite. Je suis en apnée totale. Je tombe d'avoir pu donner le meilleur de moi-même. Alors je m'exerce seule à bien souffler au départ, puis sur chaque prise. J'apprends à gérer mon stress, ce qui sera un grand atout plus tard dans mes voies alpines. Je progresse au niveau départemental et régional, mais je ne suis pas assez perfectionniste pour le niveau national. J'observe la voie trop rapidement. Il m'arrive d'utiliser les petites prises de pied pour les mains. Ma brève carrière s'achève sur une 10e place au championnat de France cadet. Je me lasse des entraînements en salle, en falaise. J'ai envie de grimper plus haut, en altitude, dehors, cheveux au vent. Ça commence comme ça en fait, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a le sport à l'école, là, c'est méga frustrant. Et c'est juste qu'il faut faire. Voilà, c'est bon. C'est super frustrant le sport à l'école, parce que là, on est dans un modèle classique de sport. Et il y a une autre anecdote aussi où je raconte que je suis en classe de 4e, et puis en 4e, moi je suis réglée, je suis grande, j'ai quasiment ma taille adulte, je suis grande, je suis formée, je suis réglée, je suis sportive. Et il y a des garçons, ils m'arrivent à l'épaule, ils sont tout petits. Pas très intéressant les garçons en 4e. Non. Et ça arrive après. Et puis, en fait, eux, ils doivent courir plus vite que moi pour avoir la même note que moi en sport. Parce que les barèmes filles-garçons sont différents. Et les barèmes pour les filles sont plus faciles. Alors, je me disais, c'est quand même pas cool, parce qu'en fait, ils ont juste aucune chance d'avoir la même note que moi en sport. Et en fait, ce qu'on nous balançait comme message, c'était pas ça. C'était vous, les filles, que tu sois grande, petite, entraînée, pas entraînée, black, blanche, de toute façon, tu seras moins forte. Donc, de toute façon, on va te faire un barème plus facile. Et c'est ça qu'on nous balance comme message depuis... en tout cas, moi, j'ai percuté en 4e. Déjà en 6e, il y a des différences de barème, et parfois même à l'école primaire. Donc, de plus en plus... quand même, ils mélangent les filles et les garçons dans les classes de sport. Il y a quand même des progrès qui sont faits, mais le sport, c'est quand même la seule classe à l'école où les barèmes sont différenciés filles-garçons de façon honnête. Enfin, en tout cas, c'est honnête, parce que dans les autres matières, on constate qu'il y a aussi des différences de notation dans les matières scientifiques ou les matières littéraires entre les filles et les garçons. Les profs, malgré eux, et on les tous formatés, sont orientés pour noter plus facilement les gars dans des matières dites scientifiques, parce que les gars c'est pour les maths, et les matières littéraires c'est pour les femmes. C'est des clichés, attention, je vais juste répéter ce qu'on nous inculque, ce qu'on nous infuse en fait, tellement insidieusement, on va dire qu'on met longtemps à se rendre compte. Du coup, c'est ce que je dis, moi j'ai mis très longtemps à devenir féministe. À 30 ans, je pense que peut dire 30 ans, c'est quand même l'âge où ça y est, je me suis dit non mais là, il y a vraiment un truc. Donc voilà, le sport à l'école, c'était pour moi C'était flagrant, quoi. Mais à ce moment-là, tu vois, je me dis pas c'est pas cool pour nous. À ce moment-là, je me dis c'est pas cool pour les garçons. Bah non, parce qu'ils sont petits. Je me dis ils ont aucune chance. Mais je me dis pas, Marion, on essaye de te dire qu'en fait, toi, t'as aucune chance. C'est fou comment ça met longtemps à... parce que c'est tellement englué de toute façon qu'on ne le voit pas forcément. Mais tout d'un coup, tu décides de grimper cheveux au vent. Et donc, tu demandes à ton papa, qui a fait un peu de montagne. Oui, avant ma naissance. Ouais. Donc, ça faisait 15 ans qu'il avait pas fait d'alpinisme. À ce moment-là, j'ai 15 ans. De t'emmener et il t'emmène faire la pointe Isabelle. La nuit est claire lorsque nous quittons le refuge du couvercle. La pleine lune se reflète sur la neige gelée. Je me sens bien, tout est tellement beau et calme autour de nous. Je galope derrière mon père. Il n'a jamais pu marcher au rythme de ceux qui l'accompagnent. Il dit que cela le fatigue.
Je ne veux pas le décevoir, j'ai tellement insisté pour qu'il m'emmène faire une course en haute montagne. Nous traversons encordé le glacier de Talefre en direction de la Pointe Isabelle. La course choisie est facile, mais longue, et pas vraiment l'idéal pour faire découvrir l'alpinisme à une débutante. Mais mon père, prof de sport, applique à ses proches une pédagogie qui peut se résumer à « marche ou crève ». Il est très patient avec ses élèves du collège, mais moi, je dois savoir tout faire tout de suite. Eh bien, être une fille ne me donne pas le droit d'être plus faible. Aussi longtemps que je me souvienne, mon frère cadet et moi avons toujours bénéficié du même traitement. Je m'efforce de suivre le rythme paternel. La neige gelée crisse sous mes crampons dans la nuit et peu à peu, le spectacle qui s'offre à moi fait oublier tout le reste. Un liseré clair pâlit au-dessus des crêtes puis balaye toutes les couleurs de spectre rose, pourpre, sanguine. Le soleil se lève, c'est magique. Les sommets enneigés et le granit orange s'enflamment autour de nous. J'en ai le souffle coupé. Ce qui m'arrange rien pour garder le rythme. Le glacier se redresse, puis nous arrivons au pied de la pente sommitale. Mon père me propose de prendre la tête pour les dernières longueurs en rocher. Il m'a appris quelques manœuvres de corde en grande voix. Je me sens prête. J'attaque le rocher en crampon, le piolet à portée de main dans la bretelle du sac à dos. Je me sens forte, libre. L'escalade est facile, grisante. Les alpinistes des cordées voisines sont étonnés de voir une adolescente mener la cordée. Mon père ne dit rien, je sens qu'il est fier. C'est pas évident de le traîner dans la première course, mon papa. Il avait pas envie. Le truc, l'alpinisme, c'était laborieux, faut porter un gros sac, faut monter au refuge. Et là, tu manges une mauvaise soupe transparente, une espèce de riz blanc, blanquette, avec une couverture qui pique, faut se lever tôt à 2h, 4h du matin. Non, vraiment, il voyait pas l'intérêt. Mon papa, il faisait beaucoup de deltaplane, parce qu'à l'époque, le parapente n'existait pas encore. Ouais. Il a fait 20 ans de deltaplane et 20 ans de parapente. Ça, c'est le genre de truc, t'arrives à 10h au déco, t'attends les conduits, tu décolles à 14. Voilà, ça, il aimait bien. Donc, ouais, j'ai eu du mal à le motiver. Et à chaque fois, il me disait non, mais ils annoncent des orages. Non, mais il y a un match de rugby samedi après-midi à la télé. Il fallait que je me bagarre un petit peu, ouais. Puis une fois que j'étais là-haut, j'étais super fière. Et là, c'était la révélation, quand même. Et en plus, il m'a appris donc, le leadership, quoi, dès la première sortie, ça c'était vraiment crucial. Il m'a pas juste traîné en montagne, parce qu'il m'a... Donc il m'a pas traîné, parce que j'ai pas laissé tendre la corde, c'est pas tendu. Hein. J'ai gardé le rythme, il m'a jamais traîné, mais ça en fait peu. Mais surtout, il m'a laissé grimper tout de suite en tête, et cette sensation d'arriver la première au sommet, d'avoir cette impression d'avoir mené la cordée, parce que bon, c'est moi qui avais organisé la sortie, mais j'avais quand même cette impression-là, c'est vraiment le petit plus qui m'a vraiment plu. Enfin, je compare souvent une course en montagne, c'est vraiment bon, c'est trop bon là. Enfin, moi je trouve que c'est bon. C'est comme manger un cookie. Mais une course en montagne en leader, c'est comme manger un cookie avec des pépites de chocolat. Il y a un petit truc en plus quand même qui fait que ouais, c'est vraiment. Mais il t'a fait confiance en fait. Il t'a pas élevé comme une fille, lui. Ah non, il m'a toujours fait confiance. Donc, j'étais pas une fille dans le cercle familial pour tout ce qui était sport. Non, il n'y avait pas de filles, garçons, quoi. Ouais. Après, il y avait des répartitions genrées à la maison. J'ai toujours vu mon papa couper le bois et ma maman faire à manger, faire les courses, la vaisselle. Enfin, oui, il y avait beaucoup plus de trucs, hein, évidemment. Mais pour moi, c'était comme ça chez moi, mais c'était pas nécessairement la même chose partout. J'avais pas capté que c'était un phénomène de société. Aujourd'hui, on appelle ça la charge mentale, le fait que non seulement les femmes, elles font 1 heure de plus et demie par jour de tâches ménagères, mais en plus elles pensent aussi à rendez-vous chez le médecin, à qu'est-ce qu'il faut acheter au magasin, etc. Enfin bref, tout ça c'est des recherches, des études qui sont quand même assez intéressantes. Et non, ça on n'avait pas du tout conscientisé. Pour moi, ils avaient réparti les tâches comme ça marchait bien, ça roulait. Et puis voilà, c'était plus pratique, mais j'avais pas compris que c'était genré comme répartition des tâches. Ça, je l'avais pas capté. Parce qu'en sport, il n'y avait pas d'excuses. Donc il y a mon papa qui me sollicitait beaucoup, mais ma maman aussi, elle était sans pitié, ma maman. Ma maman, quand elle puis très compétitrice, mon papa pas trop, mais ma maman hyper, et quand elle me mettait dans un cours de tennis, c'était pour gagner Roland Garros, quoi. Si elle me mettait à la danse, c'était pour devenir petit rat de l'opéra. Il fallait y aller, quoi. Quand on allait dans les jeux, toute petite déjà, quand on va dans les parcs, elle me disait pas, fais attention, tu vas tomber, elle me disait, vas-y, monte plus haut pour voir. Et hier d'ailleurs on était une émission de radio et elle a été interviewée pour raconter une anecdote, et une anecdote que je me l'avais peut-être dit mais j'avais oublié.
On est dans le parc et moi je suis un bébé comme ça, grand comme ça. Et du coup, il y a une maman qui prend un air protectrice et qui se penche au-dessus du landau de son bébé. Et elle, à côté, elle m'a prise, elle m'a pas jetée en l'air, mais voilà, elle m'a mise dans le ciel comme ça. Et du coup, le journaliste, elle lui avait pris la photo au passage et c'était le contraste entre la maman qui pousse son petit vers le haut et puis la maman d'un œil plus protectrice et bienveillant. Bon, il n'y avait pas de jugement dans les deux cas, mais c'était ce qu'il avait marqué, lui et ma mère, clairement, elle me balançait vers le haut, ouais. Quand je marchais en ville, il fallait toujours que je marche sur le muret qui était au bord. Et une fois, le muret sur lequel qui était au bord du chemin, là, du trottoir, en fait, on était sur un pont. Donc en fait, de l'autre côté, c'était la rivière et c'était un lac. Mais c'est ma maman qui me disait « marche sur le muret ». Et moi, j'aimais bien, parce qu'elle me boostait, elle me sollicitait. Et voilà, et je me sentais... du coup, je me sentais forte. Et à ce moment-là, en tant que jeune femme, en plus, sentir forte physiquement, c'est hyper rassurant parce que... je pense que jeune ado, mais même des fois un peu avant, on l'a toute intégré, qu'on peut potentiellement être des victimes d'agressions sexuelles. Et donc là, quand t'as 15-16 ans, t'es formé, t'es réglé, t'as des grands yeux bleus, tu sais que potentiellement, tu sais qu'il faut faire attention. Tu sais, t'as intégré qu'il faut pas que tu t'habilles n'importe comment, que t'ailles n'importe où, et que si t'arrive quelque chose, c'est ta responsabilité, t'avais qu'à pas être là à ce moment-là, enfin, on en est encore un peu là. Malheureusement, je raconte tout à la fin, mais ça c'est quand même arrivé. Ils vont le découvrir en lisant le livre, on va pas tout dire. Et c'est vrai que d'être forte physiquement, d'avoir fait ces grandes courses en montagne, c'est ça aussi qui me plaisait, je crois, c'est que quand je redescendais dans la vallée, mes épaules, elles avaient doublé de volume, et puis je pouvais courir très vite, et ma maman, elle me disait... mais pas de problème, tu peux sortir le soir, il n'y a pas de souci, je fais super confiance. Seulement, tu mets des chaussures avec lesquelles tu peux courir. Elle m'envoyait au fou, ma maman. Voilà. Mais enfin, en tout cas, la sortie avec ton papa t'a tellement plu que t'as voulu y retourner et t'as été allé voir au CAF si tu pouvais. Oui. Hein, parce qu'il fallait quand même que tu trouves des copains accordés, vu que ton père il n'avait pas tellement envie d'y retourner tous les jours, enfin, en tout cas. Et puis là, tout d'un coup, tu intègres en fait une équipe de jeunes alpinistes et tu vas faire le sommet de l'Aiguille d'Argentière. Donc je lis un passage. Le sommet de l'Aiguille d'Argentière a été magnifique. La descente bien longue. Mais je n'en ai gardé presque aucun souvenir. Le cerveau ne retient que les moments forts. Un lever de soleil, une longueur d'escalade particulièrement belle, la faim, la soif et la fatigue s'oublient. Mais pas ce petit mot prononcé à la terrasse d'un café cet après-midi-là. Un seul mot qui en disait si long. De retour dans la vallée, le guide nous débriefe rapidement sur la course. Mon tour arrive. C'est bien, Marion. Tu t'en es bien tirée finalement. Finalement? Pourquoi finalement? Parce que j'étais la fille du groupe? Est-ce que je me fais des idées? Aujourd'hui, je suis guide de haute montagne. Je sais que le choix de cette course était ambitieux pour un groupe de 5 jeunes plus ou moins novices. Je suis ravie que le guide en ait pris le pari et qu'il nous ait fait confiance. La course m'a permis d'être plus à l'aise dans les pentes de neige. J'ai appris que personne n'est infaillible en montagne et qu'il faut toujours rester sur ses gardes afin d'éviter l'accident. Mais pourquoi m'a-t-il laissé derrière lui pendant toute la course, alors que la veille, j'avais montré de meilleures aptitudes que mes 2 compagnons? J'étais une adolescente pleine de rêves de montagne, mais aussi de doutes. Voir mes compétences davantage remises en question que celles des garçons ne m'incitait pas à prendre confiance en moi. On était pourtant en 2002, personne ne pouvait ignorer que les femmes sont aussi capables que les hommes. Nous agissons tous et toutes avec nos filtres culturels propres, souvent sans mauvaise intention. Le guide ne m'avait pas relégué en seconde de façon intentionnelle. Il avait peut-être eu des stagiaires femmes avant moi qui étaient plus faibles physiquement. Mais pourquoi ai-je dû en faire les frais ? Pourquoi devoir prouver sans relâche que je suis capable, aussi capable que les garçons, voire mieux ? Arrêtons avec les préjugés de genre, place à la présomption de compétence. Là, ça parle du... ce qui est rigolo, c'est que ce guide, je lui ai posé la question, il y a 2 ans, tu te souviens, la sortie qu'on avait fait ensemble? Et non, en fait, lui... Et puis en plus, c'est quelqu'un qui... Quand tu lui poses la question, il voit pas pourquoi une femme serait moins forte qu'un garçon. Donc c'est vraiment des petites choses qu'on a... C'est malgré lui. Voilà, c'est vraiment des petites choses qu'on a intégrées, qui sont en nous et qui ressortent comme ça de temps en temps dans les situations un peu extrêmes.
C'est intéressant. Et ouais, donc les présomptions de compétences, pardon, je suis en train de casser. C'est pas grave. c'est ces clichés sexistes qui nous collent aux chaussons avant de partir dans une course où on part du principe que de toute façon les filles sont moins fortes en natation, elles sont pas capables de porter des gros sacs, de subir un effort long, elles ont tout plus vite faim, soif, toujours envie de faire pipi, plus vite peur, et ça c'est des clichés qui sont là, voilà. Et ensuite, c'est à toi, en tant qu'alpiniste femme, de les briser petit à petit. Donc, à chaque fois que tu as un nouvel partenaire de cordée, il faut lui montrer que ça va, que tu es capable d'aller au-delà de ces clichés-là. Et c'est vrai que le guide, il m'avait jamais vu. Et je pense peut-être qu'il avait vu ces clichés se vérifier chez d'autres pratiquantes. Et du coup, il était parti du principe que Marion, c'était pareil. Moi, pendant cette sortie-là, ce que je raconte, c'est que je serai toujours seconde derrière le guide. Tandis que les autres, ils sont 4, et ils vont faire 2 cordées de 2, et du coup, ils vont s'alterner le leadership. Et ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un maillon faible, on va me dire un boulet, la personne la plus faible du groupe, c'est que tu vas la mettre juste derrière toi sur la corde pour l'avoir à l'œil et assurer sa sécurité. Et là, c'est ce qui s'était passé, mais ça, je l'ai compris longtemps après, parce que après, ensuite, en professionnel, j'ai encadré des gens, et que j'ai compris que c'était ça la technique d'encadrement. Et donc voilà, il fallait à chaque fois au moins une sortie pour te tester, et ensuite c'était bon, et voilà, c'est d'où l'idée de présomption de compétences, quoi. Alors que toi, t'avais la rage, t'avais envie d'y aller, t'avais envie d'être devant, t'avais envie d'apprendre, t'avais... j'avais l'impression de regarder le paysage, quoi. T'avais vraiment envie de... Non, je prenais pas de photos, hein. Oui. J'avais pas le temps, et puis surtout, je me disais que les photos c'était pour les vieux, et moi maintenant je prends des photos, hein. Et alors jusqu'au jour où le club alpin ouvre la porte du grand alpinisme aux femmes. Ce printemps 2006, la Fédération française des clubs alpins et de montagne, la FFCAM, nouveau nom de CAF, annonce l'ouverture des sélections pour la première équipe nationale d'alpinisme féminine. L'ENAF vient d'être créée en complément de l'équipe nationale d'alpinisme, un groupe excellence qui a déjà formé 7 promotions de 8 jeunes et dont sont sortis depuis 15 ans de grands noms de l'alpinisme tels que Lionel Daudet, Titi Jantet ou Chantal Mauduit. Mais ça, je ne le sais même pas. Chantal Mauduit est la seule femme à avoir fait partie de ces groupes. Je n'aurais pas imaginé postuler pour ce groupe d'élite. Je me vois comme une bonne alpiniste passionnée, mais à tort ou à raison, cela me semblait inaccessible. En revanche, j'aime la grimpe entre copines. Mes affinités m'y poussent et j'y vois l'assurance de pouvoir partager le lead. Je déteste me traîner en second. C'est comme manger un cookie sans les pépites de chocolat, ce que tu disais tout à l'heure. Depuis ma première course à la Pointe Isabelle, il est évident pour moi que l'alpinisme se pratique en leader, idéalement en lead partagé ou réversible. C'est-à-dire avec un ou une alpiniste de même niveau. Certes, j'ai pu trouver ce type de relation de grimpe avec Thomas, mais pour une cordée mixte réussie, combien de sorties malaisantes ou frustrantes. Dans une équipe féminine, je sais que je serai plus à l'aise pour partager le leadership. Les candidates ne se bousculent pas pour les sélections, qui se déroulent à Chamonix. Nous ne sommes que 12 pour 8 places. 20 ans plus tard, le nombre de candidates a triplé. Sélectionnée, je plonge dans une belle aventure. Je rencontre tout à coup 7 femmes qui ont un super niveau de grimpe et les crocs pour progresser. 2 d'entre elles sont déjà aspirantes guides, Sarah Berthelot et Karine Ruby, la championne olympique de snowboard. Marine Clarisse est monitrice d'escalade comme moi et elle prépare également le concours de professeur des écoles. Fanny de Villaz est monitrice de ski alpin, d'escalade et accompagnatrice en moyenne montagne. Camille Audibert est une superbe grimpeuse qui pourra bientôt prétendre au métier de guide. Aurélie Castellana est monitrice d'escalade et pisteuse. Fleur Fouque prépare le concours de professeur des écoles. C'est un chamois en montagne et une superbe skieuse. Karine, Sarah, Fleur et Fanny sont chamonniardes. Marine et Camille de Nice, elles se connaissent déjà un peu entre elles. Je n'ai jamais entendu parler d'aucune d'entre elles et elles se demandent sûrement de leur côté comment j'ai débarqué là. T'as toujours dans le livre l'impression d'être celle qui... l'ovni, quoi. Ah non, mais c'est vrai. Après, c'est pire. Hein. Là, encore, ça va. Mais bon, là, t'es avec les filles. Et puis, quelle équipe? Je suis avec les filles. Ah bah ouais, t'as vu le casting? C'était une belle promotion. Ouais, super casting. Ouais. Et bah ouais, en fait, là, quand je vais aux sélections, j'ai pas dans l'idée d'absolument pratiquer avec que des nanas. Et là, je vais découvrir la pratique, ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes non mixtes, quoi, les groupes féminins. Il y a une petite erreur, hein, c'est pas le CAF qui avait créé ce groupe, c'est la FFME. Ah ouais, on corrigera la prochaine. D'accord, ouais.
prochaine édition. Et du coup, je découvre l'alpinisme entre copines. Et ce que je dis dans ce passage, c'est que là, les clichés sexistes, t'as pas besoin de les combattre à chaque sortie parce qu'en fait, on les a toutes. Alors, on part à égalité. Et c'est beaucoup plus simple, quoi. Ça fait du bien. Et ouais, ça fait du bien. Et je découvre du coup ces affinités. Ça veut pas dire qu'on s'entend toujours toutes bien et ça nous empêche pas de nous disputer ou de pas avoir forcément tout le temps vraiment d'affinité. Mais en tout cas, il y a des choses pour lesquelles c'est plus simple et je ressens cette sororité, en tout cas. Voilà. C'est une super expérience. Surtout, ça me fait plein de copines avec qui partir en montagne et ça me donne des petits pieds à terre à Chamonix aussi, c'est pratique. Mais oui, parce que là, tu étais encore. Parce que tu as passé des. Oui, j'étais à Grenoble et en Allemagne. Puis, puis là, je cherche à m'installer à Chamonix, mais c'est compliqué de s'installer à Chamonix. Je vous apprends rien. Le logement est cher. Et puis, une fois que tu as trouvé un logement, il faut travailler pour le payer. Du coup, tu n'as plus de temps pour aller grimper. Et oui. Et puis donc là tu t'entraînes, les années passent quand même un peu, et l'hiver approchant, je commence à envisager sans enthousiasme de retourner aux remontées mécaniques, parce que tu travaillais aux remontées mécaniques, il y en a qui est toujours, mais bon, t'as pas de chance, hein. Fallait t'entraîner un peu bien. On pourra en discuter. mais je suis contente d'être passée cette chose. Quand une perspective imprévue se dévoile, comme une percée dans le brouillard, le groupe militaire de haute montagne, GMHM, qui rassemble les meilleurs alpinistes de l'armée, est hébergé à Chamonix dans les locaux de l'école militaire de haute montagne, le MHM, à côté de la salle d'escalade où je m'entraîne. Et depuis sa création en 1976, le GMHM a pour mission de promouvoir un alpinisme de haut niveau et de tester les équipements et les hommes dans des conditions physiques et climatiques extrêmes. Le groupe a été un cocon où ont éclos plusieurs cracks de l'alpinisme, au premier rang duquel Christophe Profit, auteur de l'inoubliable solo de la face ouest des Drus, lorsqu'il en faisait partie. Le commandant, Thomas Faucheur, a besoin de 2 alpinistes pour compléter son groupe. Intrigué par l'équipe nationale d'alpinisme féminin, il nous encourage à postuler pour le prochain recrutement. Son pari est qu'une femme intéressée par l'alpinisme de haut niveau pourra, si on lui donne les moyens de s'entraîner, faire jeu égal avec les hommes. Des alpinistes remarquables comme Chantal Maudu ou Catherine Destivelle ont bien montré par le passé que c'est loin d'être impossible. Être payé pour m'entraîner et partir en expédition, la proposition est plus que tentante. Mais aussitôt, les doutes m'assaillent. Serais-je capable de rejoindre le niveau des autres alpinistes ? Thomas Faucheur me rassure, il a vu ma motivation, il croit en moi. Ne vais-je pas me sentir bien seule au milieu d'un groupe de 9 hommes et essuyer les critiques des jaloux qui crieront à la discrimination si je suis admise dans ce groupe prestigieux ? Je sens qu'il me faudra faire mes preuves rapidement, montrer que je suis l'une des meilleures femmes du moment, pas juste une femme. Mon dernier doute concerne l'armée. Rejoindre une telle institution m'impressionne. L'armée a pour mission première de se préparer à la guerre. C'est rigide et strict. Ce n'est pas vraiment l'avenir professionnel que j'imaginais. J'ai un piercing au nez qui date du lycée et des pantalons d'escalade bariolés de babacool. Être payé à faire seulement de l'alpinisme me culpabilise. Pourquoi gaspiller l'argent de l'État qui pourrait servir aux écoles ou aux hôpitaux ? Karine, pragmatique et fonceuse, me remet les idées en place. Si tu n'en profites pas, une autre prendra ta place. Ce salaire ne servira jamais aux écoles. Tu voulais passer ta vie à grimper, c'est une opportunité idéale. Elle a raison. Pourquoi les hommes seraient-ils les seuls à en profiter ? Bah ouais. C'est quand même un argument, ça. Mais ouais. Mais Karine, elle t'a toujours encouragée. Mais bon, ils en profitent, il y a quand même toujours que des hommes qui en profitent. Ouais. Depuis, ils n'ont pas trouvé de deuxième femme. Moi, j'ai fait 2008-2012 et ils n'ont pas trouvé de deuxième femme. Je pense qu'ils n'ont pas super bien cherché non plus. Parce que, soi-disant, il n'y a pas eu de dossier intéressant, elles n'ont pas suffisamment postulé. Ils ne les ont pas non plus été les chercher. Ils n'ont pas non plus de nouveau mis en place une politique pour proposer à toutes les femmes de l'ENAF et dire qu'elles étaient les bienvenues et mettre un cadre un petit peu incitant, rassurant et puis encourageant, quoi. Moi, j'aurais jamais imaginé postuler dans ce truc-là si Thomas Faucheur il nous avait pas proposé à toute l'équipe, si Karine m'avait pas un peu botté les fesses et c'est sûr que ça fout la trouille, ces trucs. Donc bref, effectivement, mais il y a toujours que des hommes qui en profitent. Hein. Ouais. Mais bon, t'as été courageuse, remarque, de te lancer dans l'aventure, parce que comme tu dis, t'avais des doutes. J'ai tenu 3 ans et demi, ouais. Non, en général, les alpinistes, ils restent une dizaine d'années. C'était un bon début.
J'attends de voir combien de temps la deuxième elle survivra. Mais ouais, voilà, tu l'encourages pas beaucoup la deuxième quand on te lit. Bah si, moi je dis qu'il faut, ce sera à refaire, moi j'y retournerai. Grâce à ça, j'ai pu suivre le reste de ma carrière, j'ai pu partir en expédition, Mais tu t'es quand même senti un peu des fois mise à l'écart. Bah oui, mais plus on n'y va jamais, plus ce sera. Voilà, c'est tu as raison. C'est un cercle vicieux. Mais tout le monde n'a pas non plus ton tempérament de. Ouais, bah il y en a, mais moi j'ai eu de la chance que ce soit Thomas Faucher à ce moment-là et qui était vraiment venu me chercher, qui m'a vraiment dit on va mettre à ta disposition des moyens humains, c'est-à-dire des compagnons de cordée pour t'entraîner, des moyens financiers et matériels, c'est-à-dire que tu vas aller au vieux campeur, tu te sers, voilà, comme les autres alpinistes. Et donc tu as tant de dotation matérielle par an, parce que c'est ton job, on t'équipe, et ouais, ça change la donne. Tu progresses. C'est sûr. Donc 3 ans et demi. Ce sera à refaire, je referai. Tant mieux, c'est bien si tu... Bon, là, je passe vite, mais c'est vrai que tu parles beaucoup de Karine Rubé, ça nous fait plaisir en tant que chamoniard, parce que c'est quand même l'enfant chéri de la vallée, et ça fait du bien que quelqu'un en reparle, donc ça c'est chouette. Mais enfin, vous le lirez dans le livre. Et je vais quand même continuer, parce que le monde de l'alpinisme de haut niveau est dur. On s'y connecte par intérêt pour mettre en commun un savoir-faire, et si tu es fort, on te sollicite, si tu es moins fort, on t'oublie. Et si tu es une femme, plafond de verre, plafond de glace. Ou le titre. C'est mon 3e hiver au GMHM et je n'ai toujours pas réalisé de grande hivernale. Ma situation est exceptionnelle puisqu'il n'y a jamais eu de femme dans le groupe. Je grimpe avec des collègues de travail comme dans une entreprise. Je ressens bien que je ne serai jamais choisie pour les missions importantes, jamais dans l'équipe A en expédition. J'ai gagné 2 fois le championnat de France militaire d'escalade. Je suis montée à 7150 mètres. J'ai réussi mon probatoire de guide de haute montagne. J'ai mené une expédition polaire, mais je dois toujours faire mes preuves. Quel sera le prochain obstacle ou le prochain prétexte pour m'évincer? Les impressions désagréables s'accumulent, je ne récolte que des missions pénibles et on me prévient des projets au dernier moment, de sorte que je ne peux pas prévoir mes entraînements. Qu'il est loin le temps de mon arrivée au groupe quand j'avais l'impression de bénéficier d'un traitement de faveur. J'ai perdu beaucoup d'amis et d'amis en montagne. Mes anniversaires sont des disparitions. 2 août, Aurélie, 21 février, Max, 23 Thomas, 29 Karine, 21 Chloé. Et en avril 29, l'accident de Vanessa. L'alpinisme de haut niveau se pratique à un tarif que je n'ai plus envie de payer. Pour que ces morts ne soient pas inutiles, je dois en tirer la leçon. Plus on grimpe, plus on risque l'accident. C'est statistique. Et plus on grimpe des voies dures et engagées, plus on risque de l'accident mortel. Dire adieu à l'alpinisme de haut niveau est très difficile, tant la sensation de force et d'efficacité est grisante. J'étais payée pour pratiquer l'alpinisme, être en forme toute l'année, prête pour partir pour des grandes courses, dès que les conditions se présentent, n'avoir qu'une chose à penser ou grimper. Je vais renoncer à un rêve, tirer un trait sur une situation que je ne retrouverai plus jamais. Je me sentais le potentiel physique et mental pour repousser les limites de l'alpinisme féminin, mais je n'ai plus assez de détermination pour continuer dans cette voie et surmonter les obstacles dus à mon genre. Je sens qu'il est temps d'aller voir ailleurs. Je serais restée 3 ans et demi au GMHM, beaucoup moins que les 10 ans habituels, et l'émotion me submerge comme le jour où j'ai été admise. Mais cette fois, mes larmes ne sont plus des larmes de joie. Bah, du coup, dur de partir. Hein. Ouais. Ouais. Parce que jusqu'avant, ce que je racontais, c'est que les collègues, on était 4, je venais de faire l'aiguille vert, j'étais acclimatée, j'étais un peu fort à ce moment-là, c'est-à-dire que je faisais facilement des 7C, et je voulais partir dans la façon des Grandes Jorasses, enfin la face du massif du Mont Blanc, et là on était 4 collègues, et les 3 autres, ils m'ont dit, bah écoute, nous on aimerait bien faire la Groucho Marx en face est des Grandes Jorasses, il y aura un article dans Montagne Magazine, une belle réalisation du GMHM, et tu comprends, c'est mieux si on est 3. Ok, voilà, donc c'était un peu la goutte d'eau, plus les accidents, plus toutes ces pertes quand même, ça marque aussi. Hein. Ça, je pense, c'est un des plafonds de glace que j'ai pas du tout réussi à passer, quoi. Je sentais que j'avais techniquement, ça y est, le niveau, au bout des 3 ans, j'avais rattrapé le niveau technique, mais j'ai pas réussi à l'appliquer aux grandes faces, aux grandes ascensions. Finalement, j'irais quand même dans la façon des Grandes Jorasses, mais pas forcément en hivernale, et puis dans des voies un petit peu plus faciles, il n'y a pas de voie super facile là-dedans, mais en tout cas, pas en hivernale. Et du coup, c'est un peu dur de tirer un trait sur tout ça, et je pense que pendant une dizaine d'années, je vais regarder les faces en me disant, punaise, j'y arrive bien. Maintenant, ça va mieux. On peut quand même en guérir. Mais c'est vrai que c'est grisant, l'alpinisme de haut niveau.
hyper entraîné, on est hyper affûté, on regarde le topo, on sait qu'on peut faire toutes les voies qui sont dans le topo, on sait qu'on va faire encore les horaires, on va faire moins long que ce qui est indiqué sur le topo, on se sent plus fort que la moyenne et c'est hyper, ça fait du bien à l'ego, on va pas se mentir, c'est hyper grisant et c'est fou quoi, c'est fou de repousser ses limites physiques comme ça et j'avais envie d'aller plus loin mais je sentais que là ça allait être compliqué quand même. J'ai un peu baissé les bras, je suis passée à autre chose. Et donc autre chose, c'est tu vois une petite annonce, c'est ça? Non, d'abord les MHM. Oui, mais c'est pour la police, j'ai eu une petite annonce. Pour les MHM, je savais que c'était le bâtiment à côté là, pour aller à l'instruction. Du coup, je suis allée me renseigner. Et puis ils m'ont dit, oui, pourquoi pas, vu que à ce moment-là, je suis aspirant guide de haute montagne, chez monitrice d'escalade, donc comme il faut faire de la formation, enseigner chasseur alpin, ils m'ont dit, ouais, pourquoi pas. Mais pour autant, ça a été quand même compliqué. C'est ça que tu voulais raconter, non? Voilà, je peux te dire, quand tu t'en vas là, en fait, parce que tu... De l'EMHM? Oui. Ah, de nouveau? Oui, non. Parce que t'aimes bien partir, en fait, t'aimes bien venir et partir. Alors non, mon arrivée à l'EMHM, c'était compliqué, parce qu'au début, le commandant, il m'a dit, écoute, on va te faire un petit contrat d'1 an, on va voir si ça se passe bien. Et puis après, on te refera ton contrat de 5 ans. Et là, j'étais quand même verte parce que j'étais diplômée. Et il a fallu que ce soit les ressources humaines de Paris qui tapent un peu sur les doigts du capitaine en lui disant attendez, c'est pas parce qu'elle est que caporal-chef, c'est un tout petit grade. Ils avaient peur qu'en étant jeune, j'avais 25 ans à ce moment-là, et en étant que caporal-chef, j'arrive pas à me faire obéir par mes stagiaires. Mais la vérité, c'est que des stagiaires... c'est pas des clients en vacances, c'est des stagiaires militaires, c'est des gens qui sont habitués à obéir. Tu leur dis, tu t'arrêtes au-dessus de moi quand tu descends la vallée blanche en ski. Là. La consigne, c'est que tu t'arrêtes au-dessus de moi pour être sûr qu'ils tombent pas dans un trou. Et puis à 3-4 mètres, voilà, on s'arrête pas les uns collés sur les autres en vallée blanche, théoriquement. Je dis pas que j'ai jamais fait, mais c'est les consignes en tout cas qu'on donne en formation. Mais ils obéissent, c'est des stagiaires, ils obéissent. À la fin de l'année, ils sont évalués et du coup, ça file droit, quoi. C'est pas des vacanciers, quoi. Et du coup, c'était hyper facile, mais ils avaient peur au niveau de ma hiérarchie que ça se passe pas bien. Donc ils voulaient me mettre un peu au banc d'essai pendant 1 an et j'ai trouvé ça pas très juste et j'étais un peu verte. Et c'est les ressources humaines de Paris qui ont dit non, on lui est en train de lui payer son diplôme de guide, elle est hyper qualifiée, elle coûte que 1350 balles par mois parce qu'elle est caporal-chef, donc vous allez la garder en fait. Et vous allez la faire bosser. Et donc finalement, ils m'ont fait mon contrat de 5 ans. Tout ça pour que je le casse au bout de 3 ans. Mais tu vas en parler. Les doutes m'assaillent de nouveau. J'aime mon travail sur le terrain avec les instructeurs et les stagiaires, mais l'ambiance à l'armée me pèse. Être une femme y est une circonstance aggravante et mon petit salaire n'augmente pas. Suis-je assez compétente, assez sympa, assez drôle, assez ceci, assez cela? J'ai 30 ans. Je gagne à peine plus que le salaire minimum, je suis logée dans une chambre dans l'enceinte de l'EMHM et le nouveau chef de corps vient de refuser ma candidature à l'école des sous-officiers au prétexte que je n'ai pas le potentiel. Aurais-je le courage d'attendre 2 ans l'arrivée d'un nouveau chef pour renouveler ma demande? Une petite annonce me tombe sous les yeux. Le secours en montagne de la police recrute des guides de haute montagne comme formateurs au Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski à Chamonix. J'ai perdu beaucoup d'amis dans des accidents de montagne et l'idée de devoir aller chercher des victimes ne me plaît pas, mais j'aime beaucoup la formation en alpinisme. Je passe au comment tu dis, le CNIAS? Le SNAS. Le CNAS. Surnommé le snack. Le CNAS. En tenue militaire de montagne, tout en noir, avec mes grades apparents. Je me présente à l'officier de police au garde à vous. Bonjour, caporal-chef Marion Poidevin, instructeur à l'EMHM. Je viens me renseigner pour le poste de formateur montagne chez vous. Le lieutenant ne s'attendait pas du tout à un salut militaire et il sourit surpris. Oui, pas de problème, on va discuter tranquillement. Nous savons très bien qui tu es puisque tu es la seule femme dans ce milieu. Si tu souhaites venir chez nous, c'est avec un grand plaisir. Je vais t'expliquer les démarches tout de suite. Et je passe avec succès le concours d'entrée à l'école de police de Nîmes avec l'espoir de devenir la première CRS de montagne. Ouais. Encore une première. Ouais. Disons que j'ai vraiment adoré être instructeur à la MHM, c'était trop bien, du lundi au vendredi, t'as des stagiaires entraînés, affûtés, motivés, et tu vas enchaîner les courses dans le massif, et le tout, en tant que fonctionnaire, c'était important pour moi. Moi, j'ai toujours eu un peu peur d'être travailleuse indépendante. Ma maman, elle m'avait bien mis la pression, de passer le diplôme, sécurité financière. Travailleur indépendant, ça veut dire que tu fais pas d'emprunt, difficilement, tu fais un bébé, t'as que dalle, tu te blesses, t'as pas beaucoup. Moi, je voulais m'assurer une sécurité, quitte à être payé un peu moins. C'était important pour moi d'être fonctionnaire. Du coup, c'était vraiment le métier de rêve, quoi. Mais voilà, l'ambiance, et puis cette impossibilité de progresser. À 30 ans, j'ai voulu... Et puis aussi, c'est pas cette envie de famille, mais cette envie de me garder cette possibilité d'avoir une vie de famille.
Donc du coup, il fallait que je m'organise aussi professionnellement. Et du coup, je découvre avec surprise que non seulement à l'armée, tu peux avoir des métiers fun, mais aussi à la police nationale. Et tu y es toujours. Et j'y suis toujours. Oh. Et du coup, je vais me renseigner. Et il y a un petit décalage culturel, c'est vrai, parce que j'arrive, je lui claque un garde à vous, il comprend pas ce qui se passe. Mais le gars, il a 2 barrettes horizontales, c'est marqué lieutenant, moi ça me tend, quoi. Voilà, ça fait drôle, quoi. Et en fait, non, il est hyper accueillant, puis ce qui ne gâche rien, c'est un joli petit blond aux yeux bleus, ça je l'ai pas mis dans le bouquin. Non. En fait, si. Ça gâche rien. Et du coup, c'est vrai que je me dis, je passe voilà, je discute avec lui, je me dis, je ressens tout de suite que, clairement, là, je me sentirais bien, je sens que ça va être, je vais se trouver ma place. Et c'est en sortant du bâtiment, je me dis, mais attends, mais il n'y a jamais une nana. Ouais. Comment ça se fait Comment ça se fait qu'elle n'était pas là? Et moi, je découvrirai plus tard pourquoi, mais ouais, c'est vrai que c'était pas le but ultime de faire une première, c'était pas ça, c'était de trouver un job qui paye un peu plus, mais tout en restant hyper intéressant et on va dire sûr, enfin en tout cas salarié. Et depuis, tu es toujours secouriste là-bas. Et donc je suis toujours secouriste CRS Montagne, donc c'est une spécialité de la police nationale, c'est le même boulot que les PGHM, mais dans d'autres départements. Moi, je suis en Savoie. Et du coup, aujourd'hui, on est 4 femmes sur 200 agents, parce que, je sais pas si tu en parles après, mais du coup, ma hiérarchie, quand ils m'ont vu arriver, ils se sont dit, c'est cool, maintenant qu'il y a des femmes, on va montrer aux autres femmes que c'est possible, parce qu'en fait, nous, on a besoin de recruter, on galère au recrutement, les PGHM aussi, voilà, les montagnards, ça leur fait un peu peur de rentrer dans ces institutions, police, gendarmerie, les nanas encore plus, parce que c'est des institutions qui sont quand même encore très masculines. Et puis les gendarmes et les policiers, ils ont peur de se présenter aux sélections montagne, parce que c'est des spécialités qui sont réputées les plus dures dans la police nationale ou dans la gendarmerie, l'équivalent des forces spéciales. On leur traite souvent, on leur donne souvent une image de ce qui n'est pas faux, attention, il y a des grosses compétences. Ils ont travaillé pour ça, mais quand ils sont arrivés au tout début, c'était pas forcément, le test d'entrée, c'est loin du diplôme de guide, c'est 6B, 6B, marcher avec un gros sac, tourner des 2 côtés en ski avec les skis parallèles, et puis avoir la caisse, quoi, puis être motivé, et derrière, l'institution va te donner tous les moyens pour t'entraîner et te préparer. Et ça, c'est vrai on en a une idée, on les voit à la fin de leur formation quand ils font les secours, etc. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de travail en amont et ça, c'est accessible à pas mal de monde. Et je trouve ça fou. Enfin, je ne savais pas, moi, que la gendarmerie et la police, ils pouvaient apprendre l'alpinisme. Il n'y a pas que le CPA. Ni le CAF. Et ouais, je trouve ça fou. Et du coup, je l'ai découvert petit à petit. Ouais. Et du coup, ma hiérarchie, quand ils me voyaient arriver, donc tout ça pour expliquer pourquoi il y a on a du mal quand même à recruter dans ces 2 institutions. Le PGHM un peu plus facile parce qu'ils ont plus de notoriété. Ouais. On pense secours montagne, on pense PGHM. Nous, on galère un petit peu, on va pas se mentir. Et donc, du coup, ils se disent, maintenant que tu es là, on va ouvrir des postes à des jeunes femmes pour qu'elles puissent découvrir l'institution, des petits emplois jeunes, qu'elles voient un peu comment ça se passe. Tu nous trouves des nanas qui vont bien, là, qui feront la maille, et puis nous, on les prend. Donc elles avaient des petits contrats, 700, et il y en a 4 qui sont passés. Sur les 4, il y en a 3 qui vont rejoindre la spécialité. Et en fait, ils ont juste calculé que si tu ouvrais les sélections à la 2e moitié de la population, potentiellement, ça fait plus de chances de recrutement. Et surtout, ils ont communiqué avec toi, alors que les ça autres, a l'air bête, mais les autres n'ont pas du tout communiqué. Non, l'armée, ils savaient pas comment me gérer. Ils étaient, je sais pas, à la fois, ils me disaient, non mais c'est bon, regarde, maintenant, on a des femmes. Il y a moi, ça fait 1, c'est pas ouf, quoi. Et du coup, à la fois, ils voulaient m'intégrer et que je sois un instructeur comme les autres, mais à la fois, j'étais pas intégrée, enfin, j'ai rien à faire, enfin, ça se voit, quoi, je suis une nana, et puis on est éduqués, on va dire, différemment, les filles et les garçons, donc pour moi, c'est jamais évident de m'intégrer dans ce groupe de bonhommes, même s'ils sont, je sais pas, c'est super loin, là, mais je me suis vraiment mariée, je pensais pas, mais je me suis vraiment mariée à l'armée. Mais voilà, pour autant, j'étais toujours un petit peu toute seule. Dans la chambre, j'étais toute seule. Dans mon vestiaire, j'étais un peu toute seule. Voilà, en France, il y a une socialisation, enfin dans nos sociétés occidentales en général, une socialisation genrée qui fait que les petits garçons sont élevés d'une façon où assez rapidement, ils ont appris qu'ils pouvaient être plus à hauteur, mais qu'ils n'avaient pas le droit de pleurer. Et que les petites filles, elles avaient le droit de chouiner, mais il fallait qu'elles soient douces et gentilles. Et ça, ces comportements, les enfants, ils les ont intégrés à partir de 3 ans. À 3 ans, ils font très bien la différence entre une fille et un garçon, et entre ce qu'une fille et un garçon peut faire, et même doit faire. Et donc forcément, après, tout au long de notre vie, ça crée des différences, et après, c'est quand même compliqué de s'intégrer vraiment dans un groupe d'hommes, quoi, même s'ils sont sympas, en fait. C'est juste, c'est pas une question d'être sympa ou pas sympa, c'est notre éducation qui rajoute des barrières, quoi, notre société
qui rajoute. Puis on n'a pas toujours forcément le même humour, il y a des trucs qui peuvent nous paraître. Bah oui, du coup tout en découle, exactement, ouais. Et donc du coup, ils savaient pas comment me prendre à l'armée, parce que si on communique trop, on la met trop en avant, du coup on la met à part, mais en même temps, si on, du coup c'était un peu. Ils n'ont pas trop communiqué. Du coup, ils n'ont rien fait. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas communiqué. Ils n'ont pas pris de risque. Tandis qu'à la police, je peux plus vraiment aussi à la montagne, nous on a besoin de communiquer parce qu'on est à l'ombre des PGHM et de recruter, et du coup ça faisait un peu, on avait. Mais ma hiérarchie, on trouvait un intérêt dans le sens où ça leur faisait de la pub pour l'aspect, et moi j'ai trouvé un intérêt de montrer que ça faisait de la pub pour la spécialité pour les femmes. Et ça marche. Enfin, les femmes, tu les laisses pas en rade. Une nouvelle sélection est annoncée pour les groupes féminins régionaux et départementaux. La nouvelle responsable, Tania Laville, reçoit plus de 100 dossiers pour seulement 16 places. Tania a beaucoup œuvré pour mettre ces groupes en avant, faire connaître les actions et les besoins des femmes en montagne avec son blog « On n'est pas que des collants ». Et son travail a payé. Le calcul est vite fait, plus de 80 femmes qui souhaitent apprendre l'alpinisme entre femmes sont restées sur le carreau. Et moi, guide de haute montagne, j'adore enseigner l'alpinisme à des groupes féminins. J'ai alors l'idée de proposer sur mes réseaux sociaux 2 week-ends de stage de formation à l'autonomie en alpinisme entre femmes, et je les baptise « Lead the Climb ». Pourquoi un mot anglais? La notion de leadership qui me tient à cœur n'a pas d'équivalent en français. Et surtout, je souhaite un nom mixte pour que plus tard, des hommes puissent rejoindre les stages et des femmes apprendre à être leaders dans un groupe mixte. Le français oblige à choisir un genre féminin ou masculin. L'anglais me semble donc plus approprié. Et ça continue. Hein. Ouais. Ce groupe, c'est super, ça, c'est une... Du coup, c'est parti d'une petite, on va dire, une envie commerciale en tant que guide indépendante, où je travaille un petit peu quand même à côté en guide indépendante, ça fait de l'argent de poche, on va pas se mentir. Et du coup, comme du lundi au vendredi, j'emmenais des chasseurs alpins ou des policiers, le week-end, quand j'emmenais des filles, je trouvais ça rafraîchissant, différent, changeant, et ça j'aimais bien. Et il y avait plein de nanas qui sont en demande, plus de 100 dossiers pour 15 places, ça fait 80 nanas sur le carreau. Ok, moi je les prends. Et ce qui est chouette, c'est que donc mon compagnon, qui est salarié au Club Alpin Français, il est venu avec moi sur une sortie. Ouais, parce qu'on faisait des exercices crevasses, il nous fallait un cobaye pour mettre au fond. Sympa, sympa. Du coup, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble, je me suis dit que ça s'y prêtait bien. Et du coup, il est venu avec nous, et c'est vrai qu'à la fin de la journée, il m'a dit, mais c'est fou, comment elles adorent être entre elles, quoi. Elles adorent venir avec toi, et je vois bien qu'il y a un truc. Nous, la fédération, là, donc le CAF, on est là pour répondre aux besoins des adhérents, des pratiquants des sports de montagne. Clairement, elles ont envie d'être entre nanas, il faut qu'on aille plus loin. Il faut que tu aies ton initiative, là, il faut que ça devienne un club CAF. Et donc sur les 400 clubs, on est le seul à proposer des sorties de formation. Donc on s'est vraiment structuré, une présidente, tralala. Aujourd'hui, on a 280, entre 300 adhérentes. On fait presque 170 journées de formation par an. Et on a aussi cette double particularité d'être un peu comme un bureau des guides, parce qu'au final, toutes nos sorties, c'est payante avec des guides. Moi, l'idée, c'est que les nanas, elles progressent, et pour qu'elles progressent, il y a des super initiateurs dans les clubs CAF, c'est même pas la question, mais c'est souvent qu'il n'y en a pas assez déjà, parce que les sorties sont gratuites et elles sont prises d'assaut dans les clubs CAF, et il y a plus de demandeurs que de places, souvent dans les CAF. Et donc là, l'idée, c'était quand même de prendre des guides pour apporter vraiment un niveau de technicité et vraiment qu'elles progressent plus rapidement. Et donc on propose que de la formation, et c'est assez, on va dire, c'est pas novateur, mais non, de faire de la formation, c'est pas innovant, et de faire des groupes non mixtes non plus, c'est pas innovant, mais c'est le format, c'est-à-dire que en général, les guides en formation initiale à l'ENSA, on apprend surtout à emmener les gens en montagne en sécurité. On n'apprend pas à enseigner l'alpinisme, ou pas beaucoup, et un petit peu en escalade, un tout petit peu en ski, mais c'est pas vraiment la base de notre métier. Moi, j'ai vraiment appris l'enseignement de l'alpinisme quand j'ai travaillé instructeur montagne à l'EMHM, parce que depuis 1930, l'EMHM, c'est le premier centre de formation à l'alpinisme, c'est vraiment l'armée a vraiment participé à démocratiser l'alpinisme. N'importe qui pouvait apprendre la montagne, quoi, quasiment. C'était quand même des sports de milieu très favorisés, encore en 1930. Et donc, ils sont hyper organisés, ils savent emmener... moi, j'ai fait le Mont Blanc quand j'étais instructeur. Je suis aspirant guide, je raconte dans le livre, là, et j'ai 23 stagiaires. Alors que normalement, un guide, il a 2 clients. Et ça, tu peux faire ça qu'à l'armée, ça n'existe pas ailleurs. Heureusement, peut-être. Mais en tout cas, mes clients, mes stagiaires, et c'est la section éclaireur montagne, c'est des sous-officiers, ils ont suivi tout un cursus, et déjà, ils m'obéissent. Ça, c'est agréable. Ouais. Et parce que les clients rebelles, c'est du...
Et du coup, ils sont hyper, hyper préparés. Moi, quand ils ont pour consigne de donner la consigne, donc par exemple, c'est très rigolo, mais quand je donne la consigne à celui qui a le pied derrière moi, quand je leur dis on arrive sur les grands plateaux, donc il y a des grosses crevasses, encore de moins 15 mètres. Et donc lui, il a pour consigne de faire passer la consigne. Donc il dit à son collègue 15 mètres, encore devant 15 mètres, la caporal chef elle a dit 15 mètres, 15 mètres la caporal chef. Du coup, ils diront ça sur toute la montagne. Je vous laisse imaginer la tête des guides de la compagnie qui passe à côté avec le... C'était vraiment trop rigolo. Non, je me suis bien marrée là. Et du coup, la formation, moi j'avais vraiment à cœur de... C'est ça que j'aime bien dans le métier de guide, c'est vraiment de donner des cours d'alpinisme. Ouais. Et former des femmes. Et du coup, toi, t'avais cherché. C'est surtout que toi, t'avais cherché à une époque aussi à être formée, et t'as galéré. Enfin, t'as dû passer par l'armée, quoi. Pour être formée, tu te dis, on n'est pas obligé de passer par l'armée, c'est peut-être ça. Ouais, moi j'ai trouvé que l'apprentissage de l'alpinisme était difficile. Ouais. Déjà, il est cher. J'en ai déjà parlé beaucoup, mais j'en parle encore dans le livre. Mes parents, ils nous achetaient pas des skis. On allait à la bourse au ski, puis ils me disaient, t'achèteras des skis quand tu seras grande. De toute façon, si tu peux skier avec des mauvais skis, tu pourras skier avec des bons skis. Tu passes partout, et puis Bon ok, tu traînes tes rouilles là pendant un moment. D'un jour, tu t'achètes des skis. Non, pour le probatoire, quand même, il a été choupi, il m'a acheté des vrais skis. Des bandits 3 plumes, enfin. Mais il aurait pu m'acheter des chaussures aussi, parce que les chaussures, elles faisaient pas la maille. Mais bon, c'est pas pour ça. Il n'y a pas que pour ça que j'ai raté le ski la première année, évidemment. Mais du coup, c'est difficile d'accès, l'alpinisme. Moi, je pense que mon apprentissage, comme j'allais un peu toute seule, avec des gars que j'avais croisés sur Camp to Camp, j'ai eu de la chance, clairement. Je suis un peu, toute cette période-là, je suis un peu une survivante. J'y allais, j'ai testé des trucs, c'est passé. Ça aurait pu pas passer, quoi. Ouais. Et oui, c'est vrai que moi, j'ai à cœur de rendre l'alpinisme beaucoup plus accessible, plus particulièrement tout ce que j'ai appris dans ces milieux exclusivement masculins. Je trouve ça chouette de pouvoir transmettre à toutes ces femmes. Et voilà, donc ce club, il a vraiment cette douce spécificité d'être entre un bureau des guides, parce qu'on propose que des sorties payantes avec des guides, mais du coup, c'est facile pour les adhérentes de s'inscrire. C'est pas comme un club CAF où le jeudi soir, déjà, il faut aller à la réunion, après, il faut jouer des coudes, il faut accéder jusqu'à la table où il y a la feuille pour s'inscrire, puis l'initiateur, il a sa petite bande de potes avec qui il va souvent, et c'est des affinités, c'est tout à fait normal, et du coup, faut vraiment te motiver quand même pour rentrer dans un groupe d'alpinisme. Et là, c'est tout en ligne. Déjà, tu sais que ça va être que des nanas, donc ça va être en fait plus simple. Enfin, en tant que femme, on trouve ça plus léger, voilà, plus simple. Ça marche bien. Même si les gars sont très sympas, attention, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la question. Et puis, du coup, c'est dématérialisé. Donc, tu vas sur Internet, tu cliques sur ton nom, tu regardes le planning, tu payes en ligne sur Hello Asso. Et en fait, ça facilite beaucoup l'accès, on va dire, à la pratique. On arrive à faire des prix, parce que les femmes en France gagnent quand même 30% de moins que les hommes. 10% de moins pour les mêmes diplômes, même postes. Et si tu es fonctionnaire. Et non, si tu es fonctionnaire, ok, tu as le même tableau, mais en fait tu progresses moins vite si tu fais des choix de maternité, etc. Donc finalement, ça revient quand même des inégalités. On constate quand même des inégalités. Tu dis ça parce que tu es enceinte ? Non, je m'en sors pas trop mal où je dis ça. Non, finalement, j'aurais pu perdre du temps, ça s'est bien bidouillé, j'ai eu de la chance, j'ai pas perdu du temps, mais ça aurait tout à fait, ça aurait pu, Et donc du coup, c'est pas très cher les sorties, ça revient à 80€ la journée, c'est beaucoup moins cher finalement qu'une sortie en bureau des guides évidemment, parce que toute l'équipe de secrétariat c'est du bénévolat. Donc voilà, c'est là où on est entre le club CAF et le bureau, parce que du coup on peut se permettre de faire des prix corrects, les guides sont payés correctement, ça aussi c'est important, parce que dans les clubs CAF souvent ils abusent un peu quand même. Mais bon, on y tient. Enfin en tout cas ça leur va, bon finalement les chamoniards elles trouvent que c'est pas assez, et les Walpines elles trouvent que c'est bien payé. Bon, ça après, c'est normal. Ça se comprend tout à fait. Le prix de la vie impact. Et voilà. Donc ça marche bien. C'est une double initiative, j'ai envie de dire presque. Ouais. Et il y a tu as l'impression qu'il y a plus de femmes maintenant qui font de la. Non, je dis pas qu'on va révolutionner comme ça aussi rapidement le monde de l'alpinisme, mais en tout cas, ce que je trouve chouette. Bon, de toute façon, c'est juste tout ça, c'est des petites gouttes d'eau, mais les petites gouttes d'eau, on y arrive quand même. Ce que je trouve chouette, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des femmes qui vont en montagne sans forcément sortir avec le club, sans être adhérentes du club, et qui mettent le hashtag Lead the Climb, parce qu'en fait, elles ont fait la sortie en leader, et elles ont envie de vraiment de l'annoncer, et puis de dire, j'ai pas seulement fait la sortie, en fait, là, la sortie, je l'ai faite en leader, et j'ai fait toute cette voie, c'est pas forcément des voies extrêmes, mais j'ai fait cette voie-là en lead, et hashtag Lead the Climb. Et voilà, je trouve ça chouette que les femmes s'emparent de cette de cette notion de leadership. Il y a 40% de femmes dans les fédérations FFCAM, FFME, donc il y a plein de femmes en montagne. Mais plus on monte en altitude, plus on monte dans la place de la cordée, et plus elles disparaissent. Donc l'idée, c'est vraiment de leur donner
une place pour monter dans la place de la cordée. Voilà, pas forcément de les faire venir en montagne, parce qu'elles sont déjà là en fait. Et vous allez un petit peu plus loin dans le leadership, ouais. Et puis en plus, les guides, les femmes guides, c'est vraiment chouette aussi de voir comment ça évolue. Moi, ça me permet déjà de créer une petite équipe de femmes guides pour nous, entre nous, de se voir et rien que ça, en fait, de s'organiser entre nous, parce qu'on est une quarantaine, je crois, maintenant, diplômées, voilà, mais bon, il n'y en a qu'une vingtaine qui travaillent vraiment, parce que les premières sont... Enfin, Martine Roland, je crois pas qu'elle travaille beaucoup en guide, hein. T'es diplômée en 83, je crois qu'elle commence un petit peu à lever le pied, ce qui est normal. Donc je crois qu'on est une vingtaine à travailler vraiment, peut-être une trentaine du métier de guide. Et donc c'est chouette aussi de pouvoir entre femmes, parce qu'on est quand même très peu sur 1500, de pouvoir se croiser et puis structurer entre nous. Et puis de voir qu'on a, on a un truc en plus quand même à apporter au métier, quoi. Voilà. C'est super. C'est quand même... On essaye que ce soit des femmes guides qui encadrent nos sorties, parce qu'il y a cette histoire de rôle modèle qui est hyper important. Enfin, moi, je sais que ma première femme guide que j'ai rencontrée en vrai, c'est Valérie Hommage, qui était professeure à l'ENSA, qui nous encadrait pour l'équipe nationale d'alpinisme féminine. Et c'est vrai que avant, il y avait un guide dans le club CAF où j'étais, et voilà, un peu mal rasé, bourru, mal coiffé. Je suis pas hyper identifiée, tu vois. Et Valérie Hommage, je me suis dit, ouais, c'est cool, quoi. Enfin, ouais, c'est possible, quoi. C'est beaucoup plus facile, quoi. Tu la vois grimper en glace, tu te dis, ouais, si elle y arrive, pourquoi pas moi. C'est beaucoup, même si elle est guide, même si elle est plus âgée, même si c'est beaucoup plus facile de s'identifier. Donc on a à cœur aussi que ce soit des femmes guides qui encadrent les sorties. Ouais. Voilà, c'est une belle aventure humaine, ce Lead the Climb. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'elle est encore là quelques minutes. Moi j'aurais une question, c'était fascinant Marion, merci. Je crois qu'on est pas mal de femmes ici, on peut des vies assez parallèles et des problèmes similaires. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes ? Moi j'ai une fille de 30 ans qui a aussi qui est dans un monde très différent, mais qui se rend compte que malheureusement il y a du sexisme partout. Et qu'est-ce que tu conseillerais à la nouvelle génération qui vient derrière toi ? Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est vrai que ce bouquin, il a vraiment... on voit que l'alpinisme, c'est juste pour poser ça sert à poser un décor pour parler des problèmes des inégalités sociales en matière de genre. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, j'en parle dans le dernier chapitre, c'est d'aller chercher des réponses dans les universités. Les études de genre, en fait, il y a des gens qui travaillent dessus, toute l'année ils se cassent la tête, ils regardent ça, et ça fait des années, en fait, ça a démarré aux États-Unis, ça arrive en France, je dirais il y a une trentaine d'années. Et il y a un master qui s'appelle EGAL, APS pour activité physique et sportive, EGAL APS, égalité homme-femme dans les activités physiques et sportives, à Lyon 1, et Cécile Autogali, donc la maîtresse de conférence qui a créé ce master, elle a écrit une thèse sur les femmes et l'alpinisme, et en fait de voir ces données, ces études et ces recherches, le tout validé par des scientifiques, parce que moi c'était juste mon ressenti, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui clochait et ça me mettait mal, et je me disais mais c'est toi Marion, t'as un petit souci, peut-être t'es pas assez sympa, pas assez compétente, et je me remettais à la pression et je m'en rajoutais, et en fait non, en fait c'est pas toi le problème, c'est systémique, c'est le système qui est organisé comme ça, et déjà de comprendre où on en est, je pense que du coup ça permet de pouvoir l'expliquer avec des mots simples, scientifiques, mais du coup plus détachés, et de ne pas le prendre en pleine face, et de pouvoir l'expliquer autour de toi. Aujourd'hui, quand j'ai un collègue qui me dit « Ah c'est cool, maintenant qu'il y a des femmes au secours en montagne, quand on va partir en poste, on va bien manger !» Bon. Oui, genre t'as fait un gâteau. Ouais, ça, voilà. Ça je l'ai eu pris aussi en pleine tête à 25 ans quand j'étais à l'EMHM, et je savais pas quoi répondre, quoi. J'étais mal. Je raconte, je suis avec le GMHM, on est parti dans le sud grimper, et il y a un gars tous les matins, il me dit alors t'as fait un gâteau? Je dis mais quoi, un gâteau? Pourquoi tu veux que je fasse un gâteau? Les femmes ça fait des gâteaux. J'étais pas du tout là. J'étais en train de penser à mon 8A là, que je devais travailler là, et j'étais pas là-dedans. Et donc voilà, et là je savais pas quoi lui répondre. Et donc là aujourd'hui un collègue me dit ça, je lui ai dit gentiment écoute, vous êtes 30, si vous me faites chacun une blague sexiste, ça va faire 30 blagues, moi ça me fait trop lourd. Et puis en plus tu sais très bien que c'est pas vrai. Et puis en plus il n'y a aucun cliché sexiste, on va dire aucun cliché féminin valorisant, aucun. J'ai essayé, j'en ai trouvé un. Si, il y en a un peut-être, c'est que les femmes savent faire plusieurs choses en même temps. Résultat des courses, on leur laisse tout faire en même temps. Donc ça, c'est vraiment un faux cliché positif, c'est pas vrai.
On est comme tout le monde, on fait une chose à la fois, on le fait bien. Si on fait plein de choses en même temps, on le fait moins bien. Voilà. Et là, tu nous fais une conférence et en même temps tu portes la vie en toi. Oh, c'est beau ce que tu dis. Tu fais un bébé. On va pas se mentir, ça se fait un peu sous celle-là. Ça prend pas un temps plein. C'est peut-être ça, ça vient peut-être de là. Non, c'est une façon de dire aux femmes, c'est normal qu'elles fassent plein de choses parce qu'elles s'occupent des gamins et des devoirs et de la bouffe et de ce qu'on va faire le lendemain. C'est parce qu'elles savent faire en même temps. Nous, on sait pas faire, comme ça on est tranquille. Enfin voilà, ça c'est des clichés, je veux dire, c'est pas du tout... Et donc voilà, j'ai écouté, je me renseigne beaucoup sur ces sujets-là. J'ai adoré le podcast qui s'appelle... Le nom est pas très joli, j'ai eu du mal à l'y mettre, mais c'est un podcast qui s'appelle Les coups sur la table de Victor Tueillon et qui dissèque les nouvelles masculinités. Et passionnant. Et là, t'as une nana qui t'explique que le mythe de Cro-Magnon, en fait, c'est peut-être pas vrai, en fait. En fait, à cette époque-là, les hommes et les femmes, ils faisaient la même taille, c'était de la survie. Et plus tard, quand il y a une domination des hommes sur les femmes qui s'est installée, et les hommes, ils choisissaient des femmes plus petites, moins musclées et plus faciles à dominer. Et c'est ce qui pourrait expliquer aujourd'hui notre dimorphisme sexuel entre les hommes et les femmes. Et quand tu entends des podcasts comme ça, tu fais ah ouais, on sait pas si c'est vrai, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont trouvé des squelettes d'hommes et de femmes qui faisaient la même taille et ils en ont trouvé un paquet. Donc on peut, de toute façon, tout ça c'est que des suppositions. Il y a personne qui était dans ces grottes à ce moment-là, mais cette idée de l'homme, il va chercher le gros mammouth, il revient et il traîne la femme par les cheveux quand il a besoin de reculer, et voilà, on a tous eu cette image là et c'est ce qui était véhiculé quand on est beaucoup de choses quand on étudiait la préhistoire. Et moi ça m'a fait, quand j'entends ces podcasts-là, je me dis, mais ouais, à cet argument qu'on balance tout le temps, oui, mais Marion, t'es quand même bien obligée d'admettre que les hommes sont plus forts que les femmes. Alors, attends, Coco. Alors, déjà, une femme entraînée est plus forte qu'un homme, mais ça, j'ai mis un moment quand même à le capter et à réussir à l'affirmer, quoi. Et donc, ça, c'est quand même moyennement vrai, ton affirmation. Et puis, en plus, il y a peut-être une raison, c'est pas si naturel que ça, en fait. Donc, me renseigner sur les études de genre. Et maintenant, aujourd'hui, quand tu tapes féministe, il y a une quantité d'infos qui sortent. Et moi, j'adore discuter avec... l'autre soir, j'avais fait une conférence pour des jeunes étudiants de HEC, qui venait avec Montagne Pass, l'entreprise qui a été montée par Blaise Agresti et qui compare le monde de la montagne et le monde de l'entreprise. Et donc le HEC, les jeunes là, donc ils ont 20 ans quoi. Je leur parle de mon parcours professionnel. Puis après, plus tard, il y en a qui veulent aller un peu plus loin sur certaines questions, donc on a fait un petit zoom. Et en fait, tu leur parles de charge mentale, tu leur parles de stéréotypes, de clichés, mais ils savent déjà tout ça. Tu leur parles de féminisme, pour eux, c'est pas un gros mot. Enfin, moi, je suis hyper positive quand je vois les plus jeunes, quand même. Quand tu leur parles d'enfants, ils vont pas faire des bons en mode c'est pas pour moi ou... ils ont bien vu que pour les femmes, ça rajoutait quand même un truc compliqué dans la carrière. Alors, ils sont pas toujours capables de l'expliquer, mais il y a plein de notions qu'ils ont déjà captées et que moi, il m'a fallu tout ça pour capter. Et c'est chouette, moi, je suis assez optimiste quand même pour la suite. Mais... c'est pas pour demain, hein. Faut être patiente. Hein. Voilà ce que je dirais. Il y a d'autres questions ? On peut dire en plus court. Non ? Excusez-moi, si on peut dire comme ça, dans un ratio performance et mental, est-ce que vous faites des différences entre féminin, masculin ou des choses que vous retrouvez un peu dans votre formation? C'est des valeurs, on va dire que la performance est une valeur dite masculine, donc qui va être plus encouragée, plus rattachée aux garçons, et les garçons vont être plus encouragés vers la performance, et puis les femmes elles vont être plus dans le, on va dire pour aller en montagne, les raisons d'aller en montagne par exemple, dans les paysages, le bonheur d'être l'accordé partagé, et la performance, c'est une valeur plutôt masculine, et en tant que femme c'est plus dur de se l'approprier du coup. Mais pour moi, c'est clairement culturel, ouais. Il y a rien de... Elle va justement impliquer beaucoup plus son mental pour pouvoir après pallier la différence de... C'est quoi ce que tu appellerais le mental, du coup ? Le mental, c'est le psychisme, quoi. C'est-à-dire la volonté, tout ce qu'elle peut impliquer un petit peu. Du coup, ça demande un double effort, ouais. C'est ça. Ouais. Peut-être vous appelez charge mentale. Non, la charge mentale, c'est le fait de répartir les tâches ménagères, okay. Et que la femme, même si elle dit même si le mari fait, c'est quand même elle qui lui a dit ce serait bien que tu vides le lave-vaisselle, que tu ailles acheter ça. Et que demain il y a le rendez-vous demain il y a les enfants qu'on dentiste à 14h. Ouais. Donc même si c'est l'homme qui fait, c'est quand même la femme qui a cette charge mentale de c'est plus ça c'est un terme qu'on utilise dans la répartition des tâches ménagères dans les couples plus particulièrement. Voilà. C'est ça la charge mentale, ce qu'on appelle charge mentale.
Et du coup, dans ces groupes-là qui se sont créés, ces femmes, elles avaient des différences culturelles, ça leur apportait d'autres... Dans les groupes non mixtes, dans les groupes féminins, des différences culturelles. De toute façon, les publics, on va dire, qui sont adhérents aux fédérations FFME, FFCAM, c'est quand même des classes socio-professionnelles supérieures. Enfin, du coup, de toute façon, il y a plus de femmes guides de montagne que d'hommes blacks guides de montagne. Ça reste quand même de toute façon, si c'était ça ta question, hein, ça reste de toute façon des milieux culturels et sociaux assez élevés, quoi. Enfin, en tout cas, assez uniformes. Ouais, non, ça c'est un autre sujet que je me suis pas attelée, je ne ferai pas. Je peux pas être partout. Ça veut dire qu'il y a quand même une élite et que ça favorise quand même un certain niveau social, quoi. Ah bah oui, de toute façon, oui, l'alpinisme c'est pas accessible à tout le monde, hein. Et puis après c'est un autre débat, mais est-ce qu'il faudrait que ce le soit? Parce que si tout le monde allait en montagne, ce serait peut-être un peu le bazar aussi. Voilà, je sais pas. Ça c'est encore vraiment un débat un peu plus large, quoi. Moi je me suis un peu juste focus sur les femmes parce que je peux pas être partout. Mais ouais, moi ça me pose question. Moi j'ai grandi à La Roche-sur-Foron, au collège des Allobroges. J'allais à l'école avec Mohamed, Jawed, Zoubida. Ils avaient des moyens, ils auraient pu aller à l'AS le mercredi après-midi et faire des cours de ski. Ils avaient les moyens financiers, c'était pas une barrière financière. C'est clairement culturellement, ils pensaient que c'était pas pour eux, que voilà, c'était trop loin, et que... Non, ça c'est encore un autre débat de l'alpinisme, mais que là-dessus, je pense qu'on peut y travailler, le monde de l'alpinisme, et puis... Mais il y a des choses chouettes qui se font, hein. Il y a l'association 82 4000 qui emmène que des personnes au milieu défavorisé, il y a Tom en tête sur Saint-Mons aussi qui fait plein de choses pour les jeunes de Cluse, il y a des initiatives qui bougent, ouais. Mais bon, voilà, après, la montagne, ça reste quand même petit, quoi. Enfin, il n'y a pas de place pour tout le monde non plus, donc voilà, comment on fait. Moi, j'essaye juste qu'il y ait déjà un petit peu plus de place pour les femmes. Ce serait déjà pas mal. Parce que, par exemple, tu vois, il y a encore un clip qui est sorti, que je vois passer sur les réseaux sociaux. La visibilité des femmes, par exemple, par les marques, par les partenaires privés, ça reste encore une catastrophe. Snow Leader, ils ont sorti un clip, c'est pas contre Snow Leader, hein, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a 12 athlètes. Et j'ai vu peut-être une femme. Eux, ils disent il y a 12 athlètes, nos 12 athlètes sont allés faire je sais pas quoi. Ok, tu regardes le clip, moi j'ai vu une femme. Hein. Bon, ça fait chier, quoi. C'est une bagarre pour ça. Donc là, je pense je pense que pour plus féminiser la pratique, aujourd'hui, moi, au niveau de mon institution, rien à dire, ils ont fait des gros efforts. Au niveau de l'ENSA, il y a des gros efforts qui sont faits avec François Marcini, responsable du département alpinisme. Au niveau des fédérations, FFCAM, FFME, il n'y a rien à faire. Ils font des gros efforts, ils font des groupes non mixtes, dès qu'ils font un prospectus, un magazine, ils font vraiment l'effort qu'il y ait des photos de nana, une photo de gars, une photo de nana, enfin... Mais par contre, les marques, là, pour moi, c'est encore vraiment là où il y a un truc à jouer, quoi. Si on prend ce regard un peu critique et qu'on regarde les clips promotionnels des marques qui sortent, ou les magazines, ou même les journalistes, ils ont des efforts à faire. Ils te disent que les femmes, elles font rien, il n'y a pas assez de performance, il n'y a pas de sujet, je sais pas où elles sont, cherche, quoi. C'est un peu ton job, il y en a, enfin, nous on en connaît, comme par exemple, au GFHM, hasard, il y a plus de 100 dossiers pour créer une équipe de 15 places. Donc il y en a des nanas, il faut faire un petit peu l'effort d'aller les chercher. Donc voilà, enfin, on est parti sur un autre thème, mais voilà. Et est-ce qu'un jour peut-être il y aura une ouverture par rapport au handicap ou pas? Au handicap? Ouais. Il y a des initiatives, après ça reste ponctuel, mais c'est sûr que ça reste encore des gros sujets, ouais. Mais non, je t'avoue que moi j'ai fait des choses avec Vanessa François, ça m'a permis de... Donc elle est devenue paraplégique, elle s'est pris un bloc de glace dans le dos en grimpant les lits du midi. On a fait un big wall aux États-Unis. Et moi j'ai découvert le handicap, en fait je connaissais pas parce que au cours de ma vie j'avais jamais été confrontée à ça et c'était super intéressant de voir que quand elle était sur le big wall, en fait on avait tout adapté pour elle, on était là pour elle et ça allait bien, et dès qu'on arrive sur la terre ferme, c'était la merde. Et vas-y qu'il y a des graviers pour aller jusqu'à la bagnole, et vas-y qu'il y a une marche comme ça, et vas-y que la porte est pas assez large, et c'est rigolo quand tu adaptes et que c'était fait pour elle, en fait ça roulait et c'était possible, quoi. C'était vraiment une chouette expérience, mais non, ouais, ça c'est encore un gros sujet, ouais, tout à fait, ouais. Mais bon, perso, on peut pas être partout. Merci beaucoup. Mais on va arrêter là. Merci beaucoup, Marion, et puis tu restes à notre disposition.